I don't see movies in terms of a balance between simplicity and complexity, but ultimately the thing about the experience in a movie theater with an audience is it should be about mystery. And so, you know, really the skill of the filmmaker, the job of the filmmaker is to try and be a little bit ahead of the audience. Not too far ahead, not too far behind. When you're behind the audience is understanding things before you're explaining them. The audience gets very frustrated in a different way. I'd say don't try to understand it, just feel it. Christopher Edward Nolan, né le 30 juillet 1970, est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs de sa génération. Étant né dans les débuts des années 70, il a eu la chance de voir le premier Star Wars au cinéma lors de sa sortie en 77. To the world-famous Chinese theater come the stars of the biggest box office success in motion picture history. R2-D2, hurry up. Everyone's waiting for you. Ce qui l'a bien évidemment émerveillé, comme n'importe quel gosse fan de SF de cette époque. Quelques temps après, on lui montre 2001 l'Odyssée de l'espace. Et bien sûr, il n'a pas tout compris du haut de ses 7 ans, mais il est quand même resté ébloui par les effets visuels du film qui étaient dingues pour cette période. Après ça, comme toute bonne backstory de grand réalisateur, il décide de prendre la caméra Super 8 de son père et de réaliser avec son frère Jonathan des petits films avec ses figurines, dont un hommage en stop motion de Star Wars qu'il a appelé Space War. Et si vous ne voyez pas qui est son petit frère, ce n'est rien d'autre que le co-scénariste de pas mal de ses films, dont Memento, Le Prestige, The Dark Knight Rises et Interstellar. Il a aussi écrit quelques séries, dont Person of Interest, Westworld et Fallout, tout en les produisant et en réalisant pas mal d'épisodes. Durant son adolescence, et plus précisément à ses 19 ans, il commence à réaliser de vrais courts-métrages dont Tarantella, sorti en 89, sur Public Union, une chaîne indépendante spécialisée dans la vidéo et les films. Et en tournant cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était un lost media, qui a été vraiment perdu depuis des années et il a été retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça, le 17 juillet 2021. Le temps passe, il étudie la littérature anglaise et une fois diplômé, il devient lecteur de scénario, caméraman et réalisateur de vidéos d'entreprise et de films industriels. En 95, il réalise son second court-métrage Larceny, filmé en noir et blanc et avec pratiquement aucun budget, qui est aussi un lost media, mais par rapport à Tarantella, il n'a pas encore été retrouvé. Ça veut dire qu'il y a une œuvre de Christopher Nolan qui se balade quelque part et que personne n'a retrouvé depuis 1995. Et enfin en 97, il sort son troisième court-métrage, Doodlebug, et à partir de là, il y a un petit effet papillon. En 98, il réalise The Following, son premier long-métrage qui avec son succès lui permettra de faire Memento, un projet bien plus ambitieux et qui marche très très bien. Tellement bien qu'il lui vaut une nomination aux Oscars pour son scénario. Et après ce film, sa carrière continue et ça donne ça. Comparé à l'ancienne vidéo, je vais pas vous parler de toute sa filmographie parce que 12 films et 3 courts-métrages, ça fait quand même beaucoup. Mais je vais plutôt vous parler d'un de mes films préférés, qui n'est rien d'autre que Interstellar. Donc installez-vous bien, on quitte une terre mourante pour trouver notre place dans les étoiles. Moi c'est Basile, et bienvenue dans ce nouveau B.A.B.A. Interstellar est donc le 9e film de Christopher Nolan, sorti en 2014, et coécrit avec son frère Jonathan Nolan. Au casting, on retrouve une bonne brochette d'acteurs dont Matthew McConaughey, Anna Thaoué, Michael Caine, Mackenzie Foy, Casey Affleck, Timothée Chalamet et plein d'autres pour nous raconter une histoire qui se passe dans un futur proche où la Terre subit des tempêtes de poussière régulières, ce qui détruit toute l'agriculture de la planète et qui amène avec elle l'extinction de l'humanité.
On suit Cooper, un ancien pilote de la NASA qui, suite à un crash, est devenu agriculteur et s'occupe de ses 2 enfants et son beau-père. Un jour, avec sa fille, il découvre des coordonnées grâce au fantôme dans la chambre de cette dernière, qui les amène vers une base secrète de la NASA. Il apprend alors qu'une mission interstellaire est en cours pour trouver une planète habitable, ce qui permettra de sauver l'humanité, et qu'ils ont besoin de ses talents de pilote pour mener à bien cette mission. Cooper décide alors d'accepter pour sauver la vie de ses enfants et leur trouver un nouveau foyer. Pour commencer, d'où vient l'idée de faire ce film? Elle vient d'une discussion entre la productrice Linda Hobbs et le physicien Kip Thorne à propos d'un film qui aurait pour ébauche des travaux scientifiques, dont ceux du physicien. Il écrit alors quelques pages qu'il donne à la productrice avec pour but d'avoir un film relatif à la science et à la théorie de la relativité. Et les travaux de Kip, c'est pas n'importe lesquels. Il fait partie des plus grands astrophysiciens qui a gagné le prix Nobel de physique en 2017 et qui dans sa jeunesse faisait des paris scientifiques avec Stephen Hawking pour gagner plusieurs années d'abonnement à des magazines de leur choix. À partir de 2006, un scénario commence à être écrit par Jonathan Nolan, mais le réalisateur n'est pas Christopher Nolan, mais bien Steven Spielberg. Un scénario qui est très différent de la version que l'on connaît de Nolan, qui est beaucoup plus aventureux, beaucoup plus épique, donc beaucoup plus Spielberg. Je vais pas vous décrire les 120 pages de script qui étaient sortis à l'époque, mais je peux au moins vous dire qu'il y avait des Chinois dans l'espace, une bagarre entre Cooper et son équipage contre des robots humanoïdes sur une planète de glace. Il n'y avait pas de montage alterné avec ce qu'il se passe sur Terre pendant l'exploration spatiale. Ah oui, et Cooper et Brand couchent ensemble dans le scénario romantique le plus classique du monde. Ils se détestent au début, mais petit à petit, Brand commence à tomber sous le charme du bel héros américain qui est Cooper, et vous savez comment ça se termine. Mais moi je veux faire l'amour! Et en voyant ce scénario, franchement, ça me surprend pas du tout qu'il ait été écrit pour Steven Spielberg. L'une des choses qui change le moins dans ce scénario, c'est Murphy. Sauf que c'est un homme dans la version de Spielberg, et ce changement est dû au fait que Christopher Nolan voulait absolument que Murphy soit une fille pour rendre hommage à sa propre fille. Quand Nolan a pris les manettes de ce projet, il a gardé pas mal d'idées déjà présentes dans le scénario de son frère, tout en modifiant plusieurs éléments pour garder un côté plus humain et faire une science-fiction un peu plus réaliste. Quitte à utiliser des calculs et théories scientifiques pour ajouter du réalisme à son œuvre, autant y aller à fond. Il a donc préféré enlever toutes les idées avec des robots humanoïdes et des aliens, et au lieu de réfléchir pendant des heures à quoi ressemblerait un pantalon du futur, il a opté pour des tenues de la NASA assez classiques avec des technologies plus réalistes. Pour tous ceux qui connaissent le cinéma de Nolan, vous savez qu'il adore avoir de vrais décors et beaucoup d'effets mécaniques dans ses films. Pour Interstellar, c'est pareil. Parce que oui, il a réellement envoyé une fusée dans un trou de verre et filmé un trou noir d'aussi près pour les biens du film, et bien sûr que oui, je suis clairement en train de mentir. Par contre, la ferme et le maïs, tout a été construit pour le film. Ils ont planté je ne sais pas combien d'hectares en montagne à plus de 1200 mètres d'altitude. Ils ont aussi foutu le feu à la récolte pour les biens du film et stressé de ne pas avoir une plantation assez grande pour filmer tous les plans nécessaires. La maison a été construite sur mesure en plein milieu du champ de maïs, comme une vraie ferme dans laquelle on pourrait vivre. C'est-à-dire qu'il ne manque pas de mur ou il n'y a pas de trou dans le plafond pour faciliter l'éclairage ou le placement de caméra, car d'après lui, ça rajoute de l'immersion. Le drone à la base est une simple maquette d'avion à laquelle on a rajouté un moteur, l'intérieur du vaisseau aussi a été créé sans fond vert et ça a même été une galère de filmer en IMAX car les caméras IMAX sont assez imposantes et très lourdes à porter. Et pour le Tesseract à la fin du film, il y a aussi eu un décor fait pour ça, mais des effets numériques ont bien sûr été rajoutés, car cette scène sans effet, je vois pas comment elle aurait pu rendre aussi bien. Prenez en compte ce que je viens de vous raconter, rajoutez à tout ça une équipe qui fait les effets spéciaux selon le calcul et les formules scientifiques de Kip Thorne, et ça vous donne ça. Et ça, c'est indéniable, mais le film est beau. Rajoutez à ça les inspirations de Nolan, comme 2001 l'Odyssée de l'espace, l'étoffe des héros, son amour général pour la qualité IMAX, la science-fiction, les musiques de Hans Zimmer, et vous avez Interstellar, qui est pour moi l'un des plus beaux films de science-fiction que j'ai pu voir. Le film veut nous mettre dans une ambiance réaliste, que ce soit par la vie dans les champs et la vie scolaire des enfants avec une petite séquence sur le point de vue de la société sur ce monde, l'existence de la NASA, les combinaisons spatiales simples, les robots qui ressemblent à des serveurs sur pattes et non à des humains, les représentations scientifiques des trous de verre et des trous noirs. Mais surtout, ça. Ce silence.
Là où généralement, l'espace est un moment de pur plaisir auditif pour les science-fiction, ici, aucun son ne sort. Car dans l'espace, il ne peut pas se propager. C'est le silence éternel des espaces infinis. Lors de la réécriture du scénario, et pour garder le projet secret, son équipe, et surtout lui, ont décidé de renommer le film Flora's Letter, qui est une référence au nom de sa fille. Nolan a pour habitude de mettre le nom de ses enfants en nom de code, en plus de les faire apparaître dans ses films, comme il avait déjà fait avec The Dark Knight, qui s'appelait Rory's First Kiss, et qui est son premier enfant, Rory Nolan. Mais la particularité de Flora's Letter, c'est que ce nom de code a beaucoup plus d'impact et de sens que le nom de code qu'il avait donné à The Dark Knight. Parce que Interstellar, en soi, ça parle d'amour. C'est le thème du film. Tout tourne autour de ça, au point que Nolan demanda à Hans Zimmer de lui composer un thème sur l'amour qu'un père porte pour ses enfants. Avec aucun script, aucun scénario et aucun rush du film, seulement cette indication. Pour au final nous sortir l'une des plus belles musiques représentant l'amour, Day One, le thème d'Interstellar. Donc en soi, le film, c'est une histoire où le thème le plus utilisé dans l'art trouve sa place dans la complexité de l'espace. Il est l'essence qui permet au film d'avancer. Tout part de là. Quand Cooper accepte la mission pour trouver une planète habitable pour l'homme, il ne le fait pas car c'est un super-héros américain qui veut sauver l'humanité. Non, il le fait pour ses enfants, pour qu'ils aient une chance de grandir, d'avoir une famille et surtout de survivre, car la génération de ses enfants pourrait être la dernière sur Terre. Quand il décide d'économiser des années en choisissant une plus grande orbite, car 1 heure sur une planète aquatique est égale 7 ans sur Terre, il le fait pour qu'il puisse trouver une planète avant la mort de ses enfants. Après l'échec sur la planète aquatique, ils ont perdu énormément de temps et énormément de carburant. Ils doivent donc choisir quelle est la dernière planète qu'ils vont pouvoir visiter. Cooper choisit cette fois la rationalité et la science, alors que Brand, elle, choisit d'écouter son cœur et propose d'aller sur la planète où se trouve Edmond, l'homme qu'elle aime. Et devinez quoi ? À la fin du film, on nous fait comprendre que la planète d'Edmond est la bonne, qu'elle peut accepter la vie humaine. Mais à la place de ça, il décide de rejoindre la planète Dr. Mann, à ce qui paraît le plus grand esprit qui a chauffé tout le monde à accepter cette mission, pour qu'au final, ils apprennent qu'il a faussé les signaux qu'il envoyait pour leur faire croire que la planète était habitable, tout ça pour s'échapper d'ici et survivre. Vous avez vu la conséquence de ne pas écouter l'appel de l'amour ? Ah ouais, c'est vraiment cringe comme phrase. Et à partir de là, certains pourraient dire... oui, mais en fait, s'ils n'avaient pas choisi cette planète, Cooper ne serait jamais allé dans le trou noir Gargantua, il n'aurait jamais rencontré des êtres en 5 dimensions, il n'aurait jamais vu aussi le Tesseract et ne serait jamais devenu le fantôme de sa fille qui l'aide à résoudre l'équation qui permettra à l'humanité de quitter la Terre et survivre dans l'espace. Donc la mort n'aurait jamais pu faire ça en fait. Nolan c'est trop un intellect, il fait trop des films compliqués à comprendre, trop des films scientifiques, donc franchement ton amour là je sais pas où tu peux le caser. À ça, je peux vous répondre que oui, vous avez raison. Mais avec ce choix et après avoir appris la vérité sur le vrai objectif de la mission qui n'a jamais été de sauver l'humanité avec le plan A, mais plutôt avec le plan B, il décide de tout abandonner, sauver Brand et de retourner sur Terre alors qu'il n'a plus de carburant. Et quel choix totalement irrationnel avec une toute petite probabilité de survie décide-t-il de faire ? De se jeter avec son vaisseau dans le trou noir. Et comme nous l'a si bien dit l'intello tout à l'heure, cette action lui permettra d'atteindre le Tesseract où il revoit en boucle les mêmes moments de sa fille qui se passent dans la chambre de Murphy. On apprend alors que c'était lui le fantôme et qu'il donnait depuis le début la solution à l'équation que les êtres en 5 dimensions lui ont transmis. Et tout ça, il le fait par amour. Il s'est quand même jeté dans un trou noir pour avoir une chance minime de pouvoir revoir sa fille. Une toute petite, infime, microscopique chance de la voir. Mais du coup, est-ce que ça a marché ? Alors qu'il errait dans l'espace, après être sorti du Tesseract, il a été retrouvé par des vaisseaux d'une station spatiale nommée Cooper. Lorsqu'il a repris ses esprits, on lui annonce que sa fille Murphy débarque d'une autre station. Et une fois arrivé, il la voit, entourée de sa famille, et elle, sur son lit d'hôpital, beaucoup plus vieille que lorsqu'il l'a quittée. Après leur retrouvaille, elle lui dit de s'en aller. Car... No parent should have to watch their own child die. Et tout ça, elle lui dit par amour.
Car oui, c'est le moteur du film. Love isn't something we invented. It's observable, powerful. It has to mean something. We love people who have died. Where's the social utility in that? Maybe it means something more, something we can't understand. Maybe it's some evidence, some artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive. I'm drawn across the universe to someone I haven't seen in a decade, who I know is probably dead. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that, even if we can't understand.